Le Scottish National Party, qui est au pouvoir à Édimbourg depuis 2007, a obtenu de Londres la possibilité de tenir un référendum le 18 septembre 2014 qui porte sur l'Écosse peut-elle ou non être indépendante. Alors est-ce que la nation écossaise peut véritablement se séparer du Royaume-Uni après 300 ans de vie commune? Eh bien, le dessous des cartes a voulu analyser les inconvénients mais aussi les avantages d'une telle hypothèse. Faisons avant toute chose un peu de toponymie. Voici l'archipel des îles britanniques. Il regroupe de nombreuses îles qui se répartissent entre deux États souverains, l'Irlande et le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni lui-même est formé par 4 nations. L'Irlande du Nord d'un côté et de l'autre, sur l'île de Grande-Bretagne, l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Maintenant, concentrons-nous sur l'Écosse. Son territoire est plutôt montagneux, avec au nord les hautes terres, plus communément appelées Highlands, qui abritent le point culminant du Royaume-Uni, le Ben Nevis, les basses terres au centre, et enfin les hautes terres du sud. Et ces contraintes naturelles ont pesé sur l'habitat humain. D'une superficie de près de 80 000 km², la nation compte 5 300 000 habitants, mais la majorité d'entre eux vit dans les basses terres. On y trouve 3 des 4 villes de plus de 100 000 habitants, à savoir Édimbourg, la capitale de l'Écosse, Glasgow et Dundee, la dernière étant Aberdeen, plus au nord. Et les aires métropolitaines de Glasgow et d'Édimbourg sont les moteurs économiques de cette nation, produisant à elles seules 50% du PIB de l'Écosse. C'est entre ces deux villes que s'est développée depuis les années 90 la Silicon Glen, une zone regroupant des entreprises spécialisées dans la haute technologie, le secteur pharmaceutique et la recherche scientifique. Les autres secteurs importants de l'économie de l'Écosse sont les biotechnologies et bien sûr la production de whisky. L'Écosse dispose aussi d'un potentiel considérable dans les énergies renouvelables, avec ses nombreuses îles, génératrices de courants marins, et avec la constance de ses vents. Donc ont été installées des centrales hydroélectriques, de nombreux parcs éoliens que vous pouvez voir sur cette carte, et puis il y a d'autres projets en cours. Par exemple, un énorme complexe d'éoliennes offshore de 339 turbines qui devrait voir le jour en 2018 dans le Moray Firth. Il répondra aux besoins en électricité de près d'1 million de foyers, soit près de 40% des ménages écossais. Et puis enfin, il y a les énergies fossiles. On le voit sur la carte, l'Écosse détient aussi du charbon, des gisements de pétrole très nombreux en offshore, dont l'exploitation et le raffinage sont basés autour du port d'Aberdeen. Et d'ailleurs, ces gisements, qui sont donc sous souveraineté du Royaume-Uni, fondent l'argumentaire majeur des indépendantistes écossais, car ils estiment que 90% des réserves pétrolières de la mer du Nord sont en fait situées dans les eaux territoriales qui seraient potentiellement écossaises. Dès la mise en exploitation de ces plateformes dans les années 70, ils s'emparent du sujet et l'utilisent comme argument principal de scission, avec des slogans comme « It is Scotland Oil ». Et selon leurs calculs, le pétrole pourrait générer entre 10 et 12 milliards d'euros par an, en somme, de quoi se passer du Royaume-Uni. Mais l'identité écossaise ne se fonde pas seulement sur la présence de pétrole. Il y a bien sûr l'histoire. Au tournant du IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain comprend une partie de l'île de Grande-Bretagne, alors appelée Bretagne ou Britannia en latin. Les Romains vont ensuite édifier 2 murs, le mur d'Adrien, le mur d'Antonin, pour se protéger des invasions pictes venues du nord, d'un territoire alors appelé la Calédonie ou Caledonia. 8 siècles plus tard, en 843, naît le royaume d'Écosse, aussi appelé royaume d'Alba, qui réunit les Pictes et les Scots. Les rois d'Écosse cherchent ensuite à étendre leur territoire vers le sud, vers le royaume brittonique de Strathclyde et le royaume de Northumbrie, peuplé d'anglo-saxons, et ils se heurtent alors au roi d'Angleterre. C'est finalement au XIIIe siècle que la frontière méridionale du royaume d'Écosse est fixée, et elle correspond sensiblement à la frontière actuelle. Au tournant du XIVe siècle, alors que le royaume d'Écosse connaît une crise de succession, le roi d'Angleterre intervient dans les affaires du royaume, ce qui mène à la première guerre d'indépendance de l'Écosse. En 1314, à Bannockburn, Robert Bruce, le monarque écossais, inflige une écrasante défaite à l'armée anglaise.
En 1328, l'Angleterre reconnaît l'indépendance de l'Écosse en signant le traité d'Édimbourg-Northampton. En 1603, Jacques VI d'Écosse succède à sa cousine, la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, qui meurt sans descendance. Il devient alors Jacques Ier, roi d'Angleterre et d'Écosse. Les deux pays restent cependant juridiquement séparés, mais à la fin du XVIIe siècle, deux éléments vont rendre possible l'union des deux nations. Économique d'abord, l'Écosse est victime de mauvaises récoltes et peine à nourrir sa population, et de plus, en 1695, la moitié du revenu national du pays est investi dans un projet de colonisation sur l'isthme de Darien, c'est-à-dire l'actuel Panama, qui tourne en fait au fiasco. Et puis religieux ensuite, puisque l'Écosse et l'Angleterre sont alors deux pays protestants, eh bien rappelons que l'édit de Nantes a été révoqué alors quelques années plus tôt. En 1707, l'Écosse et l'Angleterre signent un traité d'union et forment le Royaume-Uni de Grande-Bretagne avec un parlement unique à Londres. Regardez l'évolution des drapeaux. L'Union Jack symbolise la construction du Royaume-Uni, il correspond à la superposition de la croix de Saint-Georges, le drapeau anglais, et de la croix de Saint-André, le drapeau écossais, et puis ensuite de la croix de Saint-Patrick, le drapeau irlandais, en 1801, lorsque l'Irlande rejoint à son tour l'Union. En 1997, lors d'un référendum portant sur un transfert de pouvoir de Londres vers l'Écosse, la nation obtient un pouvoir législatif et se dote d'un parlement qui est construit à Édimbourg. Le Parlement du Royaume-Uni reste souverain sur la défense, les affaires étrangères, le budget, la fiscalité, la sécurité sociale, l'immigration. Et le Parlement écossais prend en charge notamment la santé, l'enseignement, les transports, la justice et l'environnement. Cela dit, les nationalistes écossais du Scottish National Party ne veulent pas se contenter de la situation actuelle. Arrivés au pouvoir en 2007, largement réélus en 2011, ils veulent mettre un terme à l'union entre l'Écosse et l'Angleterre. Alex Salmond, chef du parti et actuel Premier ministre écossais, a signé en 2012 un accord avec Londres sur la tenue d'un référendum portant sur l'indépendance de l'Écosse le 18 septembre 2014. Alors 2014 n'est pas une date choisie par hasard. L'année marque le 700e anniversaire de la bataille de Bannockburn, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'est aussi l'année des 20e Jeux du Commonwealth qui étaient organisés à Glasgow du 23 juillet au 3 août, et pendant lesquels les athlètes des nations du Royaume-Uni défilent sous leur propre drapeau. Alors ces deux événements sont l'occasion pour les partisans de la scission de raviver les sentiments nationaux écossais. Très bien, mais alors quels seront les problèmes à résoudre? Allons voir d'abord au niveau européen. Premièrement, la monnaie. Les nationalistes étaient d'abord favorables à l'euro, mais au vu de la crise récente de cette monnaie, ils garderaient dans un premier temps la livre sterling. Mais Londres sera-t-elle d'accord? Et si elle refuse, le Scottish National Party a menacé de ne pas reprendre une partie de la dette du Royaume-Uni. Deuxièmement, selon le parti indépendantiste, une Écosse indépendante reste membre de l'Union européenne. Mais le pourra-t-elle? Selon la Commission européenne, il faudra en fait que le pays refasse une demande d'adhésion et qu'il obtienne l'accord des 28 États membres. Et parmi eux, le Royaume-Uni lui-même, mais aussi Madrid, qui pourrait bien voter contre en pensant aux Catalans ou même aux Basques. Une Écosse indépendante pourrait subir une diminution de ses échanges commerciaux avec le reste de l'Union européenne et même avec les pays du Commonwealth. Maintenant, troisièmement, regardez cette carte des distilleries écossaises. Le whisky représente 85% des exportations alimentaires de l'Écosse et les producteurs s'inquiètent du maintien de leur réseau d'exportation dans l'hypothèse d'une indépendance. Quatrièmement, le pétrole. L'économie écossaise deviendrait dépendante à l'excès des hydrocarbures. Ces derniers représenteraient alors 12% du PIB et de plus, les réserves ne sont pas inépuisables. Et enfin, cinquièmement, l'armée britannique. Elle est très présente en Écosse. Il y a la base de Faslane qui abrite la flotte de sous-marins nucléaires du Royaume-Uni. À proximité, le site de Coalport où sont stockés les missiles à tête nucléaire. Il y a deux bases importantes de la Royal Air Force, le Chard et Lossmouth.
Et puis enfin, il y a le chantier naval de Rosyth, où sont assemblés les deux futurs porte-avions de la Royal Navy. Ces sites sont importants en termes d'emploi civil pour l'Écosse. Alors le Scottish National Party étant neutraliste, qu'adviendra-t-il en cas d'indépendance de ces bases et de ces chantiers de l'armée du Royaume-Uni? Alors en cas d'échec du oui au référendum, ce qui est tout à fait possible, les Écossais aimeraient obtenir plus de dévolution, c'est-à-dire par exemple un transfert de tous les impôts au Parlement écossais, en laissant à Londres les questions de défense, les questions monétaires, les affaires étrangères, ou alors au minimum un transfert de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés, afin d'attirer les investisseurs en pratiquant des taux d'imposition sur les sociétés inférieurs à ce que pratique Londres, un petit peu ce qu'a fait l'Irlande. Alors en novembre 2013, avec l'apparition du livre blanc Votre guide pour une Écosse indépendante, le pourcentage des oui au référendum était de 43%. Alors plusieurs revues allemandes et françaises traitent de cette question écossaise, j'en citerai deux. La revue Questions internationales, l'Écosse à l'heure du choix, un très bon article, et la revue Politique étrangère de l'IFRI, Les États d'Europe peuvent-ils éclater? C'est un très bon article sur les motivations des nationalistes écossais.